Merci, Monsieur le Président de la République, pour votre présence, d'avoir répondu positivement à notre invitation dans le cadre des rendez-vous du DEVECO organisé par le CNER, des acteurs du développement économique, de l'attractivité des territoires. Merci à Xavier Piechawik et à RTE, Monsieur le directeur Bertrand Signé qui nous a accueillis, et toutes les équipes d'RTE. Nous sommes toujours très bien accueillis, et l'actualité fait que nous sommes d'autant plus attentifs au bien-être et l'efficacité des équipes d'RTE compte tenu de l'actualité. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir de vous accueillir et de savoir que vous souhaitiez vous soumettre à cet exercice d'échange devant les représentants du monde de l'attractivité, du développement économique des territoires, alors même que depuis un certain nombre d'années maintenant, les crises successives, qu'elles soient sanitaires, énergétiques désormais, des bouleversements, vous avez commis un excellent ouvrage, Bouleversement, et qui remettent en cause bon nombre de nos certitudes, si tant est que nous en ayons eu, mais aussi de l'approche du développement, des logiques d'attractivité, et qui mettent en exergue des questionnements nouveaux. La question des territoires, de la relation du territoire notamment à l'État, et de l'État dans un monde ou dans une dimension européenne et mondialisée. La question de la compatibilité, par exemple, du développement économique, de la réindustrialisation, de la relocalisation et de la croissance avec un enjeu environnemental. Les grandes conséquences de l'évolution climatique et qui amènera à des migrations de population et donc à la pertinence d'un certain nombre de théorèmes, de principes, de préceptes liés peut-être parfois et développés par certains de la décroissance. Autant d'interrogations qui nous amènent à vous entendre compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, et surtout de votre analyse, une fois encore, que vous nous livrez régulièrement, et qui ont le mérite de replacer et peut-être même de déplacer par rapport à des certitudes médiatiques. C'est important, notamment lorsqu'il faut des grands projets de mobilisation à la dimension d'une nation, mais au-delà. Donc merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le directeur, je vais vous donner la parole pour nous accueillir, puisque vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Non, je suis très honoré de vous accueillir. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les présidents des agences de développement économique, Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences. Bon, en fait, c'est pas nouveau, je dirais, parce qu'après, on a eu le forum de DEVECO en 2019, on a eu les rendez-vous du club en juin dernier. En fait, on est très heureux d'accueillir le CNER dans les locaux de RTE. Ça fait la 3e fois et c'est toujours un grand plaisir. Alors en fait, juste peut-être pour rappeler que ça fait depuis 4 ans que nous nouons des relations partenariales avec le CNER et on s'en réjouit. On s'en réjouit parce que ça nous permet de travailler ensemble, de co-construire autour d'un thème qui nous est cher, c'est l'attractivité de la France. Et là, je pense que là-dessus, on se retrouve. Et ces échanges, grâce à l'application de l'équipe d'Hervé Mignon, le directeur développement économique et territoire de RTE, soit dit en passant, c'est une fonction qui a été mise en place par Xavier Piechawik lors du précédent mandat de directoire, donc quand il est responsable des relations clients et territoires. Donc il avait cette vision de l'enjeu des territoires et on lui en sait gré. Et donc ces échanges, ils ont lieu à la fois avec les équipes du CNER au niveau national, mais ils ont également lieu en région avec les agences et avec les délégations régionales de RTE. Et à ce titre, je voudrais signaler un des résultats concrets de ce travail, c'est l'élaboration d'une plaquette qui va vous être distribuée, qui s'appelle Attractivité industrielle. En fait, c'est les atouts de RTE. Et il y en a 4 qu'il faut mettre en avant. Le premier, c'est la qualité de fourniture d'électricité. Le deuxième, en fait, c'est l'accompagnement personnalisé que l'on peut avoir vis-à-vis des industriels. Le troisième, c'est tout ce qui touche aussi à la maîtrise des risques,
qui peuvent comporter ce type de projet. Et puis, évidemment, une caractéristique forte de la France, c'est d'avoir un mix qui est largement décarboné aujourd'hui et qui s'inscrit totalement dans le cadre des politiques nationales, européennes et internationales autour de la protection de notre climat. Donc ces atouts, c'est évidemment un potentiel extrêmement puissant pour réindustrialiser le pays, et on sait que c'est un souci qui nous est commun, en relocalisant un certain nombre d'activités ou en développant de nouvelles activités. Et nous en sommes là aussi très fiers. En fait, cette ambition de moyen terme que je viens d'évoquer, elle passe, et vous l'avez évoqué, par le court terme, qui est la sécurité d'alimentation électrique de notre pays, dans un contexte politique, géopolitique et énergétique inédit. Donc RTE est fortement engagé, vous l'avez dit, notamment autour de la démarche EcoWatt. On travaille beaucoup avec les entreprises, avec les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a 270 accords signés, donc, dont 70 avec des collectivités territoriales, 150 avec des entreprises. Et d'ailleurs, j'espère que le CNER va bientôt nous rejoindre dans cette démarche. Cette mobilisation, et je vais en terminer par là, elle s'inscrit pleinement dans le cadre de notre ADN, qui est c'est notre mission de service public, qui est d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique du pays dans la durée. Et j'insiste beaucoup dans la durée, parce que dans la durée, quand on est sur des activités industrielles comme les nôtres, où en fait on va développer des outils industriels, ça prend du temps, et donc ça suppose de l'anticipation, ça suppose une vision à terme. Et cette vision-là, on ne peut la construire qu'avec les territoires, qu'en discutant avec eux, qu'en étant proche d'eux, pour définir un peu quels sont les besoins, quelles sont les visions leur vision sur ce sujet-là. Donc voilà, merci encore de ce travail que l'on peut faire ensemble. Bienvenue dans nos locaux. Et voilà, et au nom de Xavier Pijazic, le président du directoire, et au nom du COMEX que je représente, on est très heureux de vous accueillir. On vous souhaite de bons échanges et je vous remercie de votre attention. Bon, d'abord, je remercie RTE de nous accueillir ici. J'ai une pensée pour Xavier Pijazic, puisqu'il avait été mon collaborateur à l'Élysée. Et donc maintenant, il porte la responsabilité des choix énergétiques que j'ai pu faire pendant cette période. Et il l'assume avec talent sur le plan médiatique et sur le plan aussi technique, l'alimentation énergétique de nos concitoyens dans une période extrêmement difficile, puisqu'il y a une tension qui ne vous a pas échappé. Je retrouve avec plaisir, bien sûr, Frédéric Cuvillier. Pour certains qui s'interrogent sur les risques que prennent les élus à assumer leurs tâches, vous avez là un exemple vivant, encore vivant, de ce que maire de Boulogne peut faire pour ses concitoyens et des menaces qui pèsent sur leur sécurité physique. Les élus doivent aller dans les marchés de Noël, et dans les marchés de Noël, ils ne sont pas forcément éclairés comme il convient, et donc peut y avoir des chutes. Mais Frédéric, je sais, préside le CNER depuis plusieurs années et qu'il y met sa passion, et donc je suis tout à fait heureux de répondre à son invitation et de vous donner quelques éclairages, si je puis dire, sur ce que je pense de la situation actuelle et de répondre à vos questions. Les crises qui viennent de se produire, c'est-à-dire la pandémie d'abord et la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le marché de l'énergie, ont des effets sur notre économie et donc sur le travail qui est le vôtre, qui vont se dérouler au cours de ces prochaines années de manière intense. Il y a deux grandes conséquences de ce que les crises ont produit. La première, c'est une relocalisation d'activités. Non pas qu'on soit confronté à une démondialisation, mais il est certain que ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, c'est-à-dire des chaînes d'approvisionnement qui se sont, disons, à un moment bloquées, et avec maintenant la crise énergétique, le besoin d'avoir davantage de proximité et de sécurité dans les échanges.
Tout ça peut effectivement induire, pour les territoires qui sont les vôtres, un enjeu nouveau de relocalisation d'activités qui s'étaient à un moment placées sur des marchés lointains pour des coûts de main-d'œuvre plus faibles. Il y a là un enjeu qui mérite d'être relevé. La deuxième conséquence, c'est que nous pensions nous diriger vers une économie de services, qui était d'ailleurs largement vrai, et voilà que l'industrie reprend toute sa place. Et pour l'industrie, de savoir comment elle pourra vivre, pour certaines de ses activités survivre, avec une énergie durablement chère. Donc c'est un deuxième enjeu pour les territoires. Comment permettre que non seulement les activités qui sont déjà présentes puissent être alimentées correctement en énergie, mais d'autres qui puissent se développer sans forcément recourir à autant d'énergie que par le passé. Et comment faire pour que les territoires puissent eux-mêmes être des lieux où les énergies renouvelables puissent prendre toute leur place. Alors, Frédéric m'interrogeait pour savoir quelle était aujourd'hui la répartition entre l'État et les territoires sur ce qu'on peut appeler l'attractivité en général. Qu'est-ce qui relève de l'État, qu'est-ce qui relève des territoires qui sont les vôtres et qui appellent forcément des moyens supplémentaires dans la période que nous connaissons. Ce qui relève de l'État, c'est une politique d'attractivité générale, c'est-à-dire de faire comprendre que la marque France, je ne dis pas le Made in France, la marque France a une valeur particulière. Cette valeur serait finalement l'agrégation de technologies que nous serions capables de mettre en œuvre, de systèmes administratifs et fiscaux qui seraient regardés comme compétitifs et d'une qualité d'environnement et de formation pour les personnels. C'est ça qui relève de l'État. Ce qui relève des territoires, dans cet ensemble-là, c'est de trouver du foncier. Le foncier va être une valeur extrêmement précieuse compte tenu de ce que la loi a imposé. Et donc, pour que les industries viennent, pour qu'elles puissent même être retenues, il faut disposer du foncier. L'arme du foncier va être sans doute l'arme la plus efficace et la plus redoutable, puisqu'il faut aussi s'assurer que sur ce foncier-là, il n'y aura pas de conflit d'usage, de tension, de contestation pour qu'on puisse localiser éventuellement des activités. Les territoires qui vont mettre à disposition du foncier dans de bonnes conditions et suffisamment bien relayés ou reliés à des villes et des métropoles auront forcément des avantages. La deuxième responsabilité des territoires, c'est de définir avec des partenaires des systèmes de formation professionnelle qui puissent s'adapter rapidement à des investissements, à des choix de localisation ou même à des transformations industrielles, puisqu'on sait qu'il y aura forcément des mobilités, des mutations qui vont se produire. Est-ce que les territoires sont aptes à fournir rapidement de la main-d'œuvre là où elle est attendue ou à requalifier une main-d'œuvre qui aura eu à vivre des mutations? Troisième atout éventuel des territoires, c'est quelle capacité financière mettre en place pour investir et créer des équipements ou créer des conditions d'accueil d'entreprises ou de développement d'entreprises. Nous savons qu'il y a une compétition à l'échelle du monde, d'abord pour attirer de nouveaux investissements, que les États-Unis ont pris des positions ces derniers mois, et que les Asiatiques restent extrêmement efficaces et compétitifs. Donc, qu'est-ce que peut faire au niveau de l'Europe? Et au sein de l'Europe, qu'est-ce que la France peut faire et les territoires peuvent produire comme moyen d'attirer par des capacités financières ou des dispositifs particuliers les entreprises? Enfin, il y a ce qui relève de la facilité, c'est-à-dire les territoires qui sont les plus attractifs sont ceux qui permettent d'avoir le plus de réactivité par rapport à des décisions d'implantation ou des
des mutations qui peuvent frapper tel ou tel territoire. Ensuite, toute la complexité que nous rencontrons, et moi-même je suis parfois distrait, c'est de savoir qu'est-ce que les plans qui sont annoncés par l'État peuvent avoir comme traduction sur le territoire, entre le plan de relance, le plan de réindustrialisation, les plans sectoriels, qu'est-ce qui peut être finalement utilisé par les territoires pour faire en sorte qu'ils puissent pleinement accéder à ces moyens, à ces plans et éventuellement à ces financements. Pour conclure, je pense que sur cette première intervention, je pense que ce qui était autrefois quand même une clé possible, c'était les contrats que les régions pouvaient contracter, qui continuent d'ailleurs d'être mis en œuvre, et que les territoires pouvaient aussi avoir avec l'État comme mode de relation. Est-ce que ce type de modalité d'intervention est encore la meilleure, ou faut-il avoir finalement des solutions qui soient plus individuelles, c'est-à-dire que chaque territoire s'organisant comme il l'entend? Ça va être la clé. Est-ce que l'État va vouloir laisser aux collectivités et aux territoires une certaine autonomie pour organiser leur propre développement, ou au contraire être dans une relation contractualisée? Chacune de ces modalités a des avantages. La relation contractuelle, c'est sur plusieurs années la garantie d'un certain nombre de financements. L'inconvénient, c'est la lourdeur, les procédures, les temps qui sont souvent demandés. L'avantage d'être autonome, c'est d'avoir plus de capacité d'intervention. L'inconvénient, c'est de ne pas avoir forcément les financements correspondants. Et c'est là que peut-être je suis le plus inquiet, c'est qu'il y a une compétition très forte entre les territoires aujourd'hui, et qu'il y a absolument besoin d'une forme d'organisation, de coordination. Sinon, on le voit bien, ce sont les territoires déjà les mieux dotés qui peuvent avoir la capacité d'attirer les entreprises, les investissements et l'industrie. Un mot sur l'industrie et la question de la croissance. Nous avons besoin d'une industrie sans doute plus forte. Elle a des atouts aujourd'hui grâce à la transition énergétique et écologique. Il y a de nouveaux secteurs industriels qui vont se développer. Donc je pense que l'industrie a encore une place éminente à jouer, même si nous savons que la France a une industrie dans sa production plus faible que nos voisins, notamment allemands. Donc il y a tout intérêt à garder au moins une part importante pour l'industrie, de la rendre compatible avec nos exigences climatiques, de faire même de la mutation énergétique un levier. Et mon pronostic, c'est qu'il y aura des secteurs qui vont continuer à croître rapidement, y compris l'année prochaine ou dans 2 ans, alors qu'on sait que ça va être une année ou des années plus difficiles, et que d'autres activités vont décroître. Et donc, le débat croissance-décroissance n'a pas beaucoup de sens. Il y a des secteurs qui vont croître rapidement, alors même que d'autres vont décliner sans doute aussi rapidement. Et c'est cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. C'est d'ailleurs pas très nouveau, parce que c'est toujours ce que Schumpeter avait lui-même évoqué il y a des années sur le processus de création destructrice. Oui, il y a de la création et il y a de la destruction. Et les pays qui vont s'en sortir le mieux, les territoires qui vont s'en sortir le mieux, c'est ceux qui arrivent à créer davantage qu'à détruire. Et donc c'est ça l'enjeu majeur de votre activité. Merci pour ces propos introductifs, Monsieur le Président de la République. Vous aviez souhaité qu'il y ait une place assez large aux échanges, et j'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté de pouvoir échanger largement avec vous. Donc vous avez la parole. Il y a des micros qui sont à votre disposition. N'hésitez pas. Alors. Merci. Donc, Monsieur le Président, donc je suis Bertrand Fouché, je suis le directeur général de l'ADERLI, l'Agence de développement économique de la région de Lyon-Saint-Étienne. Vous avez évoqué en introduction le terme de relocalisation et de réindustrialisation. Ce qu'on constate aujourd'hui, notamment lié au contexte énergétique actuel, c'est des décisions reportées
différer, voire annuler d'investissements, y compris d'entreprises françaises sur des investissements industriels qui eux-mêmes sont porteurs de transition. Moi, j'ai un cas assez médiatique qui est le cas de Safran sur son usine de freins décarbonés, pour faire un peu court, qui a différé sa décision d'implantation qui avait été prise sur notre territoire avec un arbitrage à venir sur la plaque nord-américaine du fait du coût de l'énergie. Est-ce que donc nous sommes assez inquiets sur ce type de décision. Est-ce que pour vous la relocalisation a encore un sens, ou la réindustrialisation du fait de ce paramètre énergétique qui devient complètement prégnant, y compris dans des industries de transition? La relocalisation me paraît être un processus durable, c'est-à-dire que un certain nombre de grandes entreprises, même de moyennes, qui s'étaient délocalisées, voient maintenant des aléas dans les coûts de transport, dans les moyens logistiques et dans le prix de l'énergie, justifiant un retour vers des investissements plus proches. Plus proches ne veut pas dire sur nos propres territoires. Par exemple, il y a des pays comme la Turquie qui peuvent faire valoir qu'ils sont particulièrement bien placés pour relocaliser des activités qui étaient parties en Chine notamment, ou dans l'Asie au sens le plus large. Il y a des pays, alors pas forcément en Europe de l'Est, qui jusque-là avaient été les grands bénéficiaires de délocalisation, qui vont sans doute souffrir du contexte géostratégique d'aujourd'hui. Donc, il y a des zones qui vont se retrouver plus favorisées, d'autres un peu moins. Sur le second sujet, qui est le prix de l'énergie, on pourrait dire il est effectivement corrélé à des risques géopolitiques et donc à ce qui se passe en Ukraine. Imaginons que la guerre en Ukraine cesse, disons au milieu de l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura immédiatement une correction au niveau des prix de l'énergie? Rien n'est sûr. On peut même penser que le prix du gaz va rester durablement élevé, compte tenu du fait que la Russie, même si elle était donc arrêtée dans son processus d'invasion de l'Ukraine, la Russie va être mise au banc des nations pendant des années encore. Et donc l'achat de gaz russe, tel que les Allemands l'avaient imaginé, avec des gazoducs, tout ça me paraît maintenant hors sujet. Il y aura sans doute une compétition sur le GNL qui va être très forte, donc avec un prix qui va rester donc élevé pour le gaz. Là, je parle sous le contrôle des amis de RTE. Sur le prix du pétrole, en revanche, aujourd'hui il baisse. Et s'il y a une récession l'année prochaine, ce qui est probable, les prix du pétrole vont, à mon avis, rester plutôt bas. S'il y a une reprise assez forte après la guerre en Ukraine, comme on l'avait vu après la pandémie, il y aura sûrement à terme une reprise du prix du pétrole. Tout dépendra des décisions de l'OPEP. Et vous avez vu que les États-Unis ont de moins en moins de prise sur les décisions de l'OPEP, et que la Chine est en train de faire un rapprochement aussi avec l'Arabie saoudite, qui n'est pas forcément de mauvais augure, parce que la Chine aussi a besoin d'un prix du pétrole qui ne soit pas trop élevé. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le prix de l'énergie va rester élevé, et qu'il y a donc des choix industriels qui vont se faire par rapport au prix de l'énergie. D'où l'avantage qu'a aujourd'hui, au-delà des aides que les États-Unis peuvent dispenser, l'avantage qu'a le marché américain par rapport au marché européen. Les Allemands sont entrés dans un processus aussi d'aide directe aux entreprises pour les faire passer à un autre modèle énergétique, ou les faire subir avec moins de conséquences les hausses de prix de l'énergie. Donc nous nous plaignons à la fois de l'attitude des États-Unis et du comportement des Allemands. Notre problème, nous, Français, c'est que nous avons dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps, à la fois pour passer la pandémie, et donc le quoi qu'il en coûte, et encore aujourd'hui pour aider les ménages, ce qui est sans doute souhaitable.
Mais ça rend l'État, en tout cas, à mon avis, peu apte à aider massivement les entreprises dans la phase très difficile qu'elles vont connaître avec le prix de l'énergie. D'où l'enjeu des territoires. Qu'est-ce que les territoires peuvent faire pour compenser ou aider les entreprises à franchir cette étape difficile? Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir aider les industriels à économiser encore davantage d'énergie et à pouvoir payer une énergie qui va rester durablement élevée, ce qui est sans doute un fardeau pour l'entreprise France en général. Monsieur le Président de la République, bonjour. Et Monsieur Cuvillier, bonjour. J'ai une question. Alors moi, je suis un ancien des collectivités territoriales. Maintenant, je travaille auprès des entreprises pour leur trouver justement les subventions et monter des usines, etc. Moi, j'ai une question. J'ai assisté il y a quelques jours avec le ministère de l'Économie et des Finances au dispositif d'aide sur l'énergie. Et ma question, en fait, est corrélée au fait qu'on parle beaucoup des grands comptes, mais il y a aussi un gros tissu de TPE-PME quand même en France qui souffre beaucoup. Et justement, l'aide, j'ai été assez étonné puisqu'en fait, l'aide est très adaptée, on va dire, aux grandes entreprises. Mais au niveau des TPE-PME, l'aide ne se base que sur une aide de 20%. Alors, je sais qu'on ne peut pas tirer sur la vache à lait et que l'État ne peut pas tout faire. Mais là, moi, l'inquiétude de mes clients en ce moment, TPE-PME, c'est qu'en fait, elles ne peuvent plus. C'est-à-dire que c'est multiplié par 10, 20, 30. Et ça représente un budget tellement énorme qu'elles freinent sur leur recherche et développement, elles freinent sur leur recrutement, enfin tout est en train de se gripper. Et donc la question c'est de savoir aussi, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un dispositif quand même moi je pense que le futur de, bien sûr, nos grands comptes, on a une histoire industrielle très importante avec de grandes entreprises, mais je pense que ce qui nous fait défaut par rapport à l'Italie ou l'Allemagne, c'est un tissu de TPE-PME qui ne disparaît pas et qui n'est pas aspiré par les grands comptes ou redevable des grands comptes puisqu'ils font partie de leur carnet de commandes. Donc est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une politique plus précise à avoir sur les TPE-PME et justement on a une vision assez court-termiste. Est-ce que vous pensez que c'est pas là ce qu'il faut faire, avoir une vision long terme sur créer les ETI de demain ou les grosses PME de demain? Merci. Bon, je ne sais pas exactement ce que l'État peut encore faire pour abaisser les coûts énergétiques des grandes et des petites et moyennes entreprises. Il est en tout cas pris dans un dilemme, c'est-à-dire tout ce qu'il dépense pour alléger la charge immédiate, il ne le dépense pas pour préparer la mutation inévitable. C'est ça le dilemme. Qu'est-ce que je consacre pour éviter le pire et qu'est-ce que je mets sur la table pour préparer le meilleur? Selon l'ampleur de la crise que va vivre notre secteur industriel, je ne vois pas comment l'État pourra résister, y compris sur les petites entreprises, à cette pression de l'immédiat. D'abord, vous voyez qu'il y a des professions, les boulangers par exemple, qui sont aujourd'hui très mobilisés, petites entreprises qui utilisent essentiellement de l'énergie pour leur activité. On en voit d'autres, notamment dans le secteur même du bâtiment, qui sont en très grande difficulté. Donc il y aura sûrement des corrections à faire. Mais l'intérêt pour le pays, ça serait de ne pas simplement pallier les coûts immédiats, ça serait de préparer la mutation. Donc ça supposerait quand même qu'il y a, de ce point de vue-là, un plan sur plusieurs années pour inciter les petites et moyennes entreprises à transformer leur activité et à se mettre au niveau de ce qu'est la transition. Alors c'est pas facile parce que donc on va avoir une année 2023 où la croissance sera nulle, mais comme je l'ai dit, il y aura une croissance nulle, mais des secteurs qui vont plutôt aller bien et d'autres qui vont aller beaucoup moins bien. Et dans un contexte où on dira qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre, ce sera très compliqué à expliquer comment faire pour que des entreprises qui vont avoir des besoins supplémentaires puissent avoir de la main-d'œuvre, alors que d'autres vont être dans des
fermetures d'activités. Il faut comprendre que l'année prochaine, il y aura des fermetures d'activités. Des secteurs qui ne vont plus pouvoir tenir, parce qu'on peut compenser pendant 1 an, 2 ans le prix de l'énergie, mais s'il est aussi élevé, alors il faudrait qu'au niveau européen, là, vous avez vu qu'il y a une négociation sur le plafonnement du prix du gaz, bon, ça c'est un enjeu, les Allemands ne sont pas du tout favorables à cette solution. En considérant que, non, il faut vivre avec le marché. Si le marché, c'est un prix du gaz élevé, il faut vivre avec le prix du gaz élevé. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce que l'État pourra consacrer et à l'immédiat et au futur, mais je pense que dans l'intérêt général, il faudrait peut-être privilégier le présent, c'est-à-dire le fait que certains secteurs ne soient pas trop affectés, mais à moyen et long terme, il faut se préparer à une mutation. Et comme toute mutation, elle est à la fois source de nouvelles activités et de douleurs sociales. Bonjour, Monsieur le Président. Lionel Grotto, je suis directeur général de l'agence Choose Paris Région d'attractivité de la région Île-de-France. Ma question porte sur la place des territoires dans la définition de la politique économique du pays. En fait, le budget des grandes régions françaises est en gros va jusqu'à 5 milliards d'euros. Le budget de la Sicile est de 25. Le budget des grands länders allemands est de 60 à 70 milliards d'euros. Vous parliez effectivement de comment est-ce que les décisions qui ont été prises par l'État en termes de politique économique, notamment au travers de France 2030 et d'autres mécanismes, comment ils impactent les territoires. Effectivement, cette question rejoint j'ai un peu perdu mon fil, mais ce qu'on a pu constater effectivement, c'est que ces schémas viennent ensuite impacter aussi l'organisation territoriale de l'État en région, qui a gardé encore beaucoup de ses attributs, contrairement aux autres grandes métropoles européennes. Ce rôle de préfecture qui est très très fort, y compris en région Île-de-France, notamment des agréments préfectoraux qui sont accordés en fin de projet et qui peuvent conditionner des projets. Les crédits de France 2030 qui maintenant sont traités par les directs, qui du coup, à la place des conseils régionaux et qui ont vu en plus ces directs leurs effectifs diminuer, se retrouvent en fait à traiter les crédits importants du pays pour la réindustrialisation et pour tous les sujets dont on est en train de parler. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, comment est-ce que vous voyez finalement les évolutions qui peut-être seraient nécessaires pour que cette confiance peut-être se recrée entre l'État et les régions, et que les moyens et les territoires peut-être plus largement, et que on arrive à avoir les moyens de nos ambitions dans un contexte où, comme vous l'insistez, il y a besoin d'agilité des décisions. Bon, il y a sûrement une décentralisation supplémentaire à opérer. Bon, on voit bien qu'il y a des enjeux très lourds. On vient de les évoquer, énergétiques, industriels, sans doute sociaux dans la mutation d'un certain nombre de secteurs et donc des personnels qui sont directement concernés. Et les territoires, au sens large du terme, sont dépourvus d'une fiscalité propre et de dotations venant de l'État pour prendre en charge un certain nombre de responsabilités. Donc il y a sans doute 2 décisions à prendre. La première, c'est qu'est-ce qu'on renvoie vers les régions et vers les territoires comme compétences nouvelles, notamment par rapport aux enjeux que je viens d'évoquer. Et est-ce que l'État y est prêt? Et deuxièmement, au-delà des transferts de moyens qui seraient liés à ces transferts de compétences, est-ce qu'on recrée une fiscalité propre aux collectivités? Les régions, vous êtes bien concernés, vous n'avez plus quasiment de fiscalité propre. Et pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation, les baisses encore de la fiscalité de production, compensées sans doute dans un premier temps par l'État, ça affecte directement les moyens des collectivités, donc de vos propres agences et de vos propres territoires.
Alors, est-ce que, sous la pression, l'État est prêt à faire ce double mouvement, c'est-à-dire accepter de lever 2 tabous? Le premier, c'est de renvoyer vers les collectivités de nouvelles compétences, au moment où l'État est très tenté par la recentralisation. Et le deuxième tabou, qui est de créer des instruments fiscaux supplémentaires. Mais si on veut traiter tous les sujets, il faut bien qu'il y ait des moyens qui soient donnés pour les territoires, dans un pays où le taux des prélèvements est quand même très élevé. Mais on est devant une situation, à mon avis, intenable, c'est-à-dire qu'on supprime des impôts au moment où on crée de nouveaux besoins et de nouvelles dépenses. Il y a un moment où ça doit se corriger. Alors, donc soit c'est par des transferts, soit par des fiscalités, soit par des économies considérables. Mais ça ne pourra pas durer. Ce n'est pas l'Europe qui viendra nous apprendre à gérer nos comptes. Ce sont les marchés qui vont à un moment se réveiller. Et les taux d'intérêt vont être de plus en plus élevés. Et vous allez voir ce que ça va avoir comme conséquence et sur la gestion de l'État et même sur la gestion des collectivités locales. Car c'est pas tant sur les nouveaux emprunts que sur la fin des emprunts à bateau qui avaient été consentis. Ce qui explique que pour l'État, les charges financières vont être de plus en plus élevées. Donc voilà pourquoi il y aura nécessairement pour l'État à réfléchir sur sa bonne organisation. Et là où vous avez raison, c'est que c'est pas supportable. Alors c'est pas simplement vrai en Île-de-France, que ce soit l'État qui, alors qu'il n'a plus de moyens, qui fixe les règles de l'intervention publique et donc qui contraignent les régions qui elles-mêmes sont de plus en plus confrontées à des tensions financières, même si ce n'est pas l'échelon régional qui est le plus impacté en ce moment, mais l'échelon communal qui est frappé par la hausse aussi du prix de l'énergie, par les charges de personnel qui ont été relevées, parce que nous sommes dans un contexte inflationniste aussi. Et si l'inflation dure peu, ce qui était le calcul de la Banque centrale européenne il y a encore quelques mois et du gouvernement, ou de la plupart des gouvernements, donc notamment le nôtre, bon, on peut vivre sans indexation, mais si l'inflation dure, l'indexation va être forcément, de fait ou de droit, réintroduite. Et alors là, on est dans un processus inflationniste qui est extrêmement dangereux. Monsieur ? Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Alexandre Ventadour, je suis président de l'Agence de développement de Martinique, également élu en charge de l'attractivité au sein de la collectivité. Moi j'ai une question qui dépasse un peu le débat énergétique, mais qui est sur le repositionnement de la France dans l'échiquier mondial et peut-être avec ces crises successives que nous sommes en train de vivre, la nécessité de revoir les choses un peu différemment. Donc je vis et j'œuvre pour la Martinique. Il y a toujours eu un rapport aux Outre-mer, aux régions ultra-périphériques, j'ai envie de dire, qui étaient gérées comme des régions tant qu'on pouvait. Alors qu'aujourd'hui, on voit avec CMA-CGM qui est en train de changer ses routes maritimes, on voit peut-être de nouvelles opportunités à avoir une emprise sur autant de territoires et dans autant d'endroits dans le monde. C'est d'ailleurs quelque chose de quasi unique, en tout cas dans le G20. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à revoir les choses? Je parle du rapport de la France à l'Afrique, qui s'est largement effrité, qui continue de le faire, alors que je pense que dans cette guerre énergétique qui a cours et qui va s'amplifier, il faut refonder des bases très solides sur des territoires qui ne sont hors de l'Europe. Ça peut être les Amériques avec les Antilles et la Guyane, ça peut être le Pacifique, l'océan Indien et notre rapport à l'Afrique historique. Est-ce que sur cette politique internationale, il n'y aurait pas quelque chose de très nouveau à oser et à modifier selon vous? Oui, on dit souvent que l'outre-mer est une chance pour la France. Ce n'est pas qu'une chance, il y a aussi quelques difficultés on ne va pas ici développer, mais d'être présent sur l'ensemble des continents et sur toutes les routes maritimes, ça c'est un avantage. À condition qu'on adapte, alors je parle sous le contrôle de Frédéric, les structures portuaires, parce qu'il faut avoir des ports de très grande qualité, avec des infrastructures de haut niveau,
pour attirer les navires et avoir des conditions logistiques qui soient aussi compatibles. Alors ça, c'est un grand enjeu de politique maritime. Et Frédéric en a eu la charge. Donc, c'est pas simplement d'évoquer l'atout de la mer, c'est d'avoir des outils de très haute technologie et de grande capacité compétitive face à ce que font beaucoup de pays avec leur structure portuaire. Donc je pense que pour les Antilles, si la population l'accepte, d'avoir des ports de très grande qualité, c'est un avantage pour la France et pour les territoires. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, on voit bien avec CGA, CGM, ils essayent de redéfinir des lignes de transport. Et avec des coûts de transport qui vous avez vu, fluctuent selon les périodes. Très haut niveau il y a encore quelques mois, plus bas aujourd'hui. Donc, comment arriver à s'organiser au mieux, à optimiser. Donc, il faut absolument investir. Philippe de Villiers, donc rien à voir avec le Puy du Fou. Mais... Non, mais on peut excuser quand même. Voilà. Donc directeur de l'Agence de développement économique du Calaisis. Donc, vous parliez d'enjeux sur la politique maritime. Il y a un enjeu aussi sur la politique ferroviaire. Alors, bon, je vais pas parler des problèmes avec les usagers, mais plus du ferroutage, c'est-à-dire donc le transport des remorques par rail. Ça répond à deux enjeux aujourd'hui, enfin à deux enjeux principaux qui sont déjà forcément la baisse de CO2 et donc il y a un enjeu environnemental. Ça répond aussi à un enjeu de pénurie de main-d'œuvre au niveau du transport. Et sur Calais, en fait, on a aujourd'hui deux sociétés de ferroutage qui existent, qui ont des lignes qui vont de l'Espagne vers Calais, du sud de la France vers Calais. Et en fait, à chaque fois que je les vois, ils me disent que c'est très compliqué de développer une nouvelle ligne en France, par rapport aussi à ce qui se passe en Europe. Donc je voulais un peu avoir votre avis sur le ferroutage, sur le développement du ferroutage, comment vous le voyez. Et ma deuxième question, c'était par rapport à votre introduction, où vous indiquiez qu'il allait y avoir des secteurs qui allaient être en expansion dans les prochaines années, d'autres qui allaient connaître des difficultés. Donc je voulais savoir quels étaient pour vous les secteurs justement qui allaient être en essor et celles qui pour vous allaient être en difficulté dans les 2 prochaines années. Merci. Bon, sur le ferroutage, Frédéric Cuvillier avait relancé le processus à un moment où les prix de l'énergie n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc le ferroutage redevient extrêmement compétitif et là vous avez raison, il faut que les lignes puissent être plus facilement attribuées si on veut qu'il y ait ce développement de ce mode de transport qui est devenu beaucoup plus avantageux. On a des opérateurs qui sont tout à fait prêts à s'engager et des lignes qui peuvent être maintenant redéfinies. Là aussi, les régions peuvent participer aussi à ce développement et à ce déploiement. Bon. Sur les activités qui peuvent, vous les avez en tête, tout le nouveau mode de transport, ce sont des activités de grand développement. Tout ce qui est sur le renouvelable va forcément connaître une expansion. Sur ce qui est aussi des services, on voit bien que les services sont beaucoup plus avantagés dans la période que nous connaissons que les secteurs plus traditionnels. Tout le monde sait que même s'il y a une récession l'année prochaine, le tourisme va être encore une activité extrêmement croissante, avec de nouveaux clients qui viennent sur nos territoires. Et avec donc une progression pour l'hôtellerie, pour tous les services à domicile. Donc c'est ça qui est finalement en jeu, c'est-à-dire il faut que nous puissions identifier tous les secteurs qui vont se développer et dont on peut encore accélérer le processus, et être extrêmement vigilant sur les secteurs qui vont être, eux, déclinants, ou voire même être susceptibles de s'arrêter.
Donc voilà pourquoi je pense que ce travail-là doit être fait au niveau national, mais aussi au niveau de vos territoires. Qu'est-ce qui va se développer? Qu'est-ce qu'on doit favoriser? Qu'est-ce qu'on doit stimuler? Qu'est-ce qu'on doit essayer d'accompagner dans les mutations? Oui. Vas-y. Monsieur le Président, moi je voudrais vous interpeller sur votre vision de la diplomatie française et de la politique internationale de notre pays en ce moment, dans un moment de rééquilibrage géopolitique important où les positions sont en train de bouger, et notamment dans des parties du monde où la France a toujours eu des relations, on va dire, anciennes, favorables, et où nos parts de marché sont en train de s'éroder. On est bousculé par des forces contraires, mais aussi par des amis, comme les États-Unis. Je parle aussi de la Chine, de la Russie. Comment vous voyez ce momentum un peu, on va dire, géopolitique très important qui se joue en ce moment? Oui, il y a une redéfinition du monde qui s'opère dans la prise de conscience que la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie sont devenus des États plus belliqueux, pour lesquels la force, l'usage de la force est devenu, disons, maintenant accepté. Jusqu'à présent, il y avait une retenue, une réserve, l'idée que la négociation, même s'il y avait du rapport de force, était la voie la plus classique pour obtenir des avantages. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que l'issue de la guerre en Ukraine est très importante. Si la Russie devait gagner ne serait-ce qu'une portion du territoire supplémentaire de l'Ukraine, la Chine aurait sans doute des visées sur Taïwan plus explicites. La Turquie en ce moment est tentée d'aller au nord de la Syrie, l'Iran d'aller le plus loin possible dans le contrôle de l'Irak, de la déstabilisation du Liban. Voilà, donc ce qui va se passer dans les prochains mois en Ukraine, c'est-à-dire si la Russie perd la guerre, si la Russie est obligée de se retirer de l'Ukraine en tout ou en partie, il y aura sûrement une réorganisation du monde plus favorable aux démocraties. Et donc peser sur les comportements de la Chine, qui elle-même réfléchit. Ce qui s'est passé pour elle avec la crise sanitaire dans ces derniers jours est tout à fait majeur. Vous avez vu, ils ont changé de stratégie parce que la peur d'une vraie épidémie, mais d'une épidémie de révolte, a été telle qu'ils ont accepté qu'il y ait plus de Covid et plus d'enfermer la population dans les villes. Donc la Chine est en train de réaligner sa politique, aussi bien sur le plan donc, de la gestion de la crise sanitaire que sur même son comportement à l'égard de Taïwan, et aussi aux conséquences que pourraient avoir des sanctions sur la Chine. Autant la Russie peut vivre avec des sanctions, la Chine, pour sa croissance, ne peut pas vivre avec des sanctions élevées. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se redéfinir l'année prochaine selon la fin de la crise ukrainienne. Sur d'autres régions, l'Afrique est très déstabilisée en ce moment, avec une Chine qui économiquement s'est installée depuis des années, et une Russie qui a contaminé les opinions publiques via les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas forcément prévu. Et donc des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont encore des pays stables, sont directement visés. Bon, l'Afrique de l'Est n'est pas non plus épargnée. Bon, ce qui se passe en République démocratique du Congo, le comportement du Rwanda, l'Afrique du Sud qui est très déséquilibrée par des scandales de corruption, le Maghreb qui est à la fois en difficulté politique et quand même un éloignement par rapport à la France, notamment en ce moment ce qui se passe au Maroc. Je ne parle pas du match de football, mais du comportement des Marocains, enfin du gouvernement marocain par rapport à la France, qui s'est sans doute
mal placé sur la question des visas. Donc ce qui était autrefois quand même notre terrain privilégié, non pas de néocolonialisme, comme certains le disaient, mais tout simplement de développement de ce que pouvait être l'avantage mutuel, et pour l'Afrique et pour nous, c'est plus aussi évident. Les Européens eux-mêmes maintenant se réinstallent. L'Allemagne a aussi compris l'enjeu. Les États-Unis, vous avez raison. Donc tout le continent africain, qui est un continent, on dit toujours, d'avenir, il est à la fois très affecté par les crises qui s'y produisent, et il reste quand même un continent où les ressources, les capacités de développement sont quand même tout à fait avantageuses. Sur l'Amérique latine, on aurait intérêt à être beaucoup plus présent, parce que le Brésil va se remettre à s'ouvrir. Le Mexique est une zone importante. Donc l'Amérique latine, la France l'a trop négligée, alors que c'est un secteur, à mon avis, où il peut y avoir des opportunités d'investissement. Et puis il y a l'Asie. Il n'y a pas que la Chine, il y a toute la Malaisie, l'Indonésie, etc. Ce sont des secteurs de très grand de développement possible. Donc faut y être présent. Bon, alors vous allez me dire, c'est très éloigné de vos territoires. Non, il y a quand même aussi des liens qu'il faut établir avec ces zones-là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur vos territoires, qui doivent exporter davantage ou s'implanter davantage sur ces zones. Parce qu'un des problèmes quand même qu'on a, nous, la France, depuis des années, c'est un déficit commercial très important. Qui traduit quand même une mauvaise spécialisation industrielle, qui traduit le fait que, tout à l'heure on parlait des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire qui n'exportent pas suffisamment. Et donc c'est pas que les grands contrats. Finalement, moi, comme président de la République, j'ai fait, Frédéric s'en souvient, de nombreux voyages. Alors on vient chercher des contrats pour les grandes entreprises, mais l'enjeu c'est d'emmener les entreprises moyennes vers l'exportation et vers l'implantation. C'est là que les Allemands ont fait les plus grands résultats. Et c'est là où on a quand même un déficit structurel. Et alors quand l'énergie n'est pas trop chère, ça va. Mais quand en plus l'énergie a des prix élevés, on a des déficits commerciaux qui deviennent très très préoccupants. Alors on les compense de deux manières. On les compense par une activité de service, c'est vrai. Le tourisme en est une, mais il y a d'autres activités de services financiers qui nous permettent d'avoir des retours, et on compense aussi par précisément les délocalisations. C'est-à-dire que nos entreprises qui sont délocalisées renvoient des dividendes ou des financements vers la France, mais on voit bien que c'est un système très déséquilibré, trop déséquilibré, d'où l'importance de l'industrie pour refaire des courants d'exportation qui nous permettent de réduire notre déficit commercial. La France est le pays d'Europe qui a le plus gros déficit commercial. La zone euro, elle est excédentaire. L'Allemagne fait des excédents avec la Chine. Nous, on fait des déficits et avec l'Allemagne et avec la Chine. Donc il y a quand même un problème de spécialisation. Alors peut-être que justement, je vais en terminer là, le réchauffement climatique, la mutation énergétique, tout ce qui va finalement développer de nouvelles technologies peut être une chance pour la France de retrouver des secteurs qui vont de nouveau être exportateurs, ou d'autres qui vont être beaucoup moins importateurs, notamment d'énergie. Voilà l'enjeu pour la France et pour vos territoires. Et je suis conscient que ce que vous essayez de mutualiser ensemble, les agences qui contribuent donc à cette belle organisation qu'est le CNER, vous devez mettre vos talents et vos expériences en commun, parce qu'on a absolument besoin d'une stratégie territoriale et d'une stratégie d'État. Les deux. Et l'État ne pourra pas, on disait tout à l'heure, tout faire. Il a toujours cette tentation de penser que les territoires, il n'y a pas suffisamment d'intelligence collective et il faut que l'État décide de tout. Et quand l'État décide de tout, les territoires, eux, sont confrontés à des contraintes nouvelles. Il faut absolument que ce soit fait en partenariat et en concertation. C'est pas facile d'expliquer ça à l'État, mais ce sera d'autant plus facile de lui dire
que l'État n'aura bientôt plus d'argent. Et quand on n'a plus d'argent, on peut annoncer des milliards et des milliards tous les jours. Tous les jours, il y a des milliards qui sont annoncés, mais il y a un moment où il faut quand même les mettre sur la table. Voilà pourquoi c'est toujours l'argent qui décide. Merci à tous pour votre présence malgré toutes les difficultés. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je sais que vous avez un emploi du temps extrêmement contraint. Vous avez souhaité malgré tout répondre à l'invitation. Merci pour vos propos et pour la profondeur d'analyse qui nous fait grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt.